Donc nous, dans le cadre de cette mesure, on est opérateur de mesure, c'est-à-dire qu'on est en charge de la pose, du lancement de la mesure et ensuite l'ensemble des données qui ont été remontées par les objets de mesure sont exploités. L'intérêt pour notre entreprise, c'est d'apporter une réponse aux questions que peuvent avoir certains clients quand on fait de la rénovation, qui est la question étant prouver et démontrer que les actions d'amélioration énergétique ont un intérêt réel sur la diminution de la consommation globale du bâtiment liée à des améliorations d'isolation ou autres. Le fait effectivement de mettre en place ce genre de choses, ça a un véritable intérêt. Je vois par exemple pour quelques promoteurs, notamment pour celui qui est ici, qui est présent, pour lui ça permet de qualifier son bâtiment, je pense que c'est quelque chose qui est important. En tant que propriétaire, la mesure sereine nous apporte de la sérénité, je pense que le nom était un peu choisi pour ça, de savoir ce qu'on a fait, de savoir qu'on va être bien dans notre maison, que c'est isolé et qu'on n'a pas empilé des couches d'isolant pour rien. Nous, il y a quand même un but locatif, donc c'est aussi apporter aux gens qui vont louer la maison, dire bah voilà, on ne vous loue pas n'importe quoi, on a fait attention à l'environnement et à ce que vous allez consommer plus tard, et c'est en termes de chauffage. Voilà. Tout ce qu'on met dans l'isolant, tout ce qu'on met dans la mesure, c'est ce qu'on ne mettra pas dans le système de chauffage et dans la dépense énergétique future. Alors pour mettre en place la mesure sereine, le plus dur c'est de savoir qu'elle existe. Après c'est très simple, il suffit de remplir un petit formulaire, ils viennent, ils installent leur matériel, on laisse les clés, on part et c'est fini. On a aujourd'hui très peu d'outils de mesure pour qualifier la performance intrinsèque d'une paroi opaque. Les seuls produits qui sont commercialisés sur le marché sont des produits pour lesquels on a souvent des incertitudes très élevées. Et l'enjeu est de pouvoir rendre cette mesure généralisable et qu'on puisse la massifier sur un certain nombre de bâtiments. Voilà, donc on voit comment ça se concrétise sur le terrain. On va évoquer la question du déploiement avec vous, Rémi Bouchier du CSTB. Alors comment c'est prévu? Écoutez, alors normalement on a quelques slides, je crois. Tac. Voilà. Écoutez, oui, je vais vous présenter un petit peu le travail qui a été réalisé sur le kit expérimental et l'interface aussi de pilotage pour imposer les sollicitations que vous a présentées Stéphanie pour mesurer les niveaux d'isolation thermique de l'enveloppe du bâtiment. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, on a besoin de mesurer un certain nombre de métriques sur le bâtiment pour pouvoir déduire ce niveau d'isolation. On a besoin déjà d'imposer cette sollicitation que vous avez pu voir, le signal un petit peu étrange qui a été conçu dans le cadre de ce projet Sereine. Donc on a besoin de dispositifs de chauffage qui sont en capacité de faire ce travail. On a besoin de mesurer des niveaux également de température à l'intérieur, l'évolution de cette température dans le temps. Et on a besoin d'avoir une mesure des sollicitations extérieures, donc en particulier les températures d'air, mais aussi l'effet du rayonnement, et en particulier du rayonnement solaire. Donc pour cela, on a un dispositif expérimental qu'on a pu concevoir dans le cadre de ce projet. Et le gros travail qui a été réalisé dans le cadre de ce projet autour de ce dispositif expérimental, c'est de le mettre dans les mains d'opérateurs de mesure, de collecter le retour d'expérience de ces opérateurs de mesure et d'essayer d'optimiser ce processus de manière à rendre la méthode la plus facilement utilisable et réutilisable sur le terrain par d'autres opérateurs qu'on pourrait ensuite former. Donc les gros axes dans le développement de ce dispositif, ça a été de réduire le volume du matériel. Au démarrage, on était en gros sur un gros coffre de Kangoo pour tout transporter. Aujourd'hui, alors ça rentre peut-être pas encore dans une Smart, mais ça rentre dans un coffre beaucoup plus réduit. On va voir un peu dans les détails tout à l'heure. On avait besoin aussi d'améliorer l'ergonomie du dispositif. Il faut que ce soit simple à transporter, à stocker et à utiliser.
Et on a associé tout ça à une interface de pilotage qui permet de lancer l'essai à distance, aussi également de suivre les mesures et de potentiellement arrêter l'essai à distance si c'est nécessaire. Et là aussi, on a voulu travailler sur une interface qui soit plus facilement accessible, qui soit utilisable par smartphone, et donc voilà, qui dispose d'une ergonomie optimale. Donc quelques exemples. Donc ça, c'était l'état en gros du kit au démarrage du projet. Donc à l'intérieur, on a besoin donc de chauffer, c'est ce que vous voyez dans le petit convecteur rouge. On avait un brasseur d'air, c'est la petite tour blanche que vous voyez sur l'image. Pour bien répartir, c'est ça la chaleur. Exactement. Et on a donc un élément qui impose la sollicitation, qui compte les calories, etc. Et qui enregistre également une sonde de température qu'on voit qui est au-dessus de ce mât. Et donc tout ce dispositif va communiquer, je dirais, avec notre interface de pilotage. Et donc on voit que l'ensemble de ces éléments, on doit en mettre à peu près un par pièce. Donc pour une maison individuelle, on a besoin de 7 à 8, d'où un volume assez important. Et à l'issue du travail d'optimisation, alors je vais essayer de garder mon micro en même temps, tous ces éléments se retrouvent là-dedans. Là on va regarder effectivement voilà, l'objet. Et l'autre point, c'est qu'on a aussi travaillé l'ergonomie. Bon, voilà, il y avait des fils qui pendouillaient un peu partout. Donc pas tout ce qu'on vient de voir là dans la pièce, ça tient là-dedans. En fait. Exactement. Donc là, on a un chauffage soufflant, on a une sonde de température, on a un mât télescopique. Attendez, on va regarder. D'accord. Et on a une sonde de température également. Là aussi, on s'est dit qu'il y avait un peu des fils qui traînaient partout, donc on a un enrouleur. Et est-ce que ça fait radio aussi ou pas Ouais, ça fait radio si on veut, parce qu'en réalité, on a un émetteur qui est ici. D'accord. Vous voyez même des voyants qui peuvent s'allumer et vous dire si votre module communique ou pas. Donc on peut avoir tout de suite les informations pour l'opérateur. Et vous voyez le volume, c'est extraordinaire. On peut vraiment le compacter au maximum. Donc ça, c'est un exemple, il y en a d'autres. Je vais un peu vous montrer. Bon, là, on le voit pour ceux qui n'ont pas la chance peut-être de voir, d'avoir vu le zoom. Donc, bon, je ne vais pas m'étendre dessus. D'accord. Ici, on a également, alors ça, c'est le dispositif de pilotage qui centralise toutes les mesures et qui l'envoie sur le réseau. Ce que vous voyez sur le côté gauche de la slide, là, c'est le dispositif tel qu'il était aujourd'hui, donc assez gros, assez fragile, avec des antennes un peu partout qui pouvaient casser. Une interface, on va dire, avec l'utilisateur assez sommaire, donc quelques petites lignes de texte à faire défiler. Ça fait un petit peu Nokia, l'ancien Nokia, vous voyez. Il fut un temps où on se transportait avec ça, effectivement, exactement. Pour téléphoner. Et là, maintenant, on est sur un objet qui est protégé par une valise, qu'on peut transporter très facilement, et avec un écran tactile, donc qui permet vraiment de naviguer de manière plus intuitive dans les différents menus. Côté extérieur, on a également retravaillé le kit, on a réduit le nombre de capteurs, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'énormément de capteurs à l'extérieur finalement, donc ça réduit considérablement le volume. On a aussi optimisé un peu les sondes de température extérieure en réalisant une protection notamment du rayonnement solaire pour avoir une mesure optimale. On a des petits trépieds, enfin plutôt des croisillons, vous voyez, pour poser la sonde sans qu'elle tombe à cause du vent. Et pour d'autres éléments, par exemple pour mesurer les températures dans les locaux non chauffés, les vides sanitaires, on avait un peu du mal à faire rentrer ce cylindre en entier dans les locaux. Donc on a créé une petite sonde déportée qui permet d'avoir un accès plus simple. Donc tout ça, sur la mesure du vent, il y a quand même des conditions de vent au-delà desquelles on ne peut plus vraiment travailler correctement. Il y a comme des limites. Alors je précise qu'on ne mesure pas la vitesse du vent, en tout cas pas avec ce kit, mais qu'on aspire en fait des données météo qu'on arrive à récupérer proche du site. Ça permet d'économiser un capteur déjà, et c'est tout aussi fiable, on l'a vérifié. Et effectivement, il y a des conditions de vent, mais qui sont globalement très permissives. C'est-à-dire, en gros, on ne peut pas faire une mesure si on a une grosse tempête. On ne peut pas, effectivement. Il y a des problématiques, mais dans la majorité des cas, le vent n'est pas un problème. Alors, dernier point, on a ajouté des modules de comptage, parce qu'en fait, quand on vient faire un test en rénovation, on va chez les gens, on a des réfrigérateurs, des congélateurs, même si ça dure 24 heures, c'est pas très sympa de débrancher un congélateur, sachant qu'il peut y avoir des vivres à l'intérieur, et donc il faut les laisser brancher. Néanmoins, un congélateur, ça chauffe, il faut qu'on compte l'énergie de chauffage de ce congélateur, et donc on a des modules de comptage qui ont été développés, qui sont en fait extrêmement réduits. C'est juste la partie basse là, de cet élément-là que vous voyez. Donc c'est très très réduit en taille également.
Donc effectivement, en synthèse, on l'a vu, voilà, on n'est plus dans une Kangoo, on est plutôt sur une grosse malle qu'on peut rentrer dans un, bon, encore une fois, peut-être pas dans une Smart, mais dans une voiture standard. Et ce qui est très important, parce que ça veut dire que, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, on va sans doute mutualiser ces tests avec des tests d'étanchéité à l'air. L'étanchéité à l'air, il faut transporter une porte soufflante qui est déjà assez volumineuse. Ouais, donc il faut absolument que l'opérateur puisse tout se transporter d'un tenant, quoi. Et c'était bien l'objectif. Ouais. C'est vrai que derrière les enjeux de miniaturisation, il y a quand même toujours des enjeux de déploiement. C'est qu'un outil qui est très performant, gros ou petit, ça change vraiment le fait qu'on l'utilise ou pas. Tout à fait. Et je rajouterais sur les modules extérieurs le fait d'avoir limité leur nombre. C'était une des sources de perte de temps sur site qui a évité le plus remonter. C'est-à-dire que devoir instrumenter chacune des façades, c'était très long, alors que maintenant on n'en a laissé que 3, ça va très très vite. Et ça permet de réduire le coût finalement, également. Alors, tout ce kit est piloté par une interface web. Alors ce qu'il faut voir, c'est que cette interface, on a voulu améliorer son ergonomie, mais aussi la penser comme une interface où on va centraliser toutes les informations. Jusqu'à présent, on avait déjà des éléments sur un tableur Excel qu'on avait développé pour préparer le test. Donc l'opérateur était formé pour utiliser ce tableur, notamment pour implémenter les plans d'implémentation des différents capteurs, et un certain nombre de vérifications sur les circuits électriques. Ensuite, il y avait un tableur sur le bâtiment, sur les informations du bâtiment. On avait besoin de connaître un petit peu les niveaux approximatifs de résistance thermique des parois pour pouvoir dimensionner un petit peu la sollicitation. Et ensuite, on avait l'interface telle qu'elle était jusqu'à présent qui, en gros, ne faisait que lancer le test, je le dis, et suivre évidemment les mesures. Bon, l'idée de la nouvelle interface, c'est de tout recentrer dans la même interface. Donc l'interface version 2, elle intègre tous ces éléments, d'une part, et elle l'intègre de manière plus ergonomique qu'avant, d'autre part. On peut, par exemple, l'utiliser via un smartphone, ce qui était plus compliqué avec la version précédente. Voilà. Merci Rémi Bouchier pour avoir fait ce point. Alors, on va maintenant passer à la partie système, Pierre Oberlé. Alors, j'ai pas compris, vous êtes là et il y a un film. Alors, c'est où vous, où le film? Et à côté de vous, Aurélien Lepez, que j'ai pas présenté également de l'AQC, qui interviendra si jamais il y a des questions techniques sur certains sujets. Pierre Oberlé. Ce sera et moi et le film. Ah bon, vous faites les deux, hein. Vous avez une sorte de mise en scène là qu'on a. Non, plutôt que d'évoquer comme ça de manière figée les fonctionnalités, ce qu'on vous propose, c'est une petite vidéo qui montre très rapidement la configuration de l'application. Donc, juste pour mémoire, c'est une application qui peut être utilisée sur tout support, smartphone, tablette ou ordinateur, différemment. Donc, ça nécessite une connexion Internet. Pour la connexion, on ne pourra pas synchroniser les audits au démarrage. Et ensuite, au moment de la production du rapport, on a besoin aussi d'une connexion Internet. Mais tout le reste du temps, on peut tout à fait fonctionner hors ligne. Donc, si on est dans un bâtiment avec des murs en béton épais où le réseau ne passe pas, c'est pas du tout problématique. On peut tout à fait procéder à l'audit sans souci aucun. Donc voilà, ce qu'on vous propose, c'est une petite visualisation de ce à quoi ressemble l'interface avec les grandes fonctionnalités. L'application Soren System est utilisable depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur indifféremment. Elle nécessite une connexion Internet lors de la connexion utilisateur pour synchroniser les audits. Et elle nécessite également une connexion Internet au terme des audits pour pouvoir générer le rapport. Par contre, le reste du temps, elle peut tout à fait être utilisée hors ligne. En particulier, ça peut être pratique pour des questions opérationnelles si on manque de réseau lors des déplacements sur site. Donc on va se connecter avec un compte utilisateur existant, un compte sur lequel on a déjà créé un audit. Donc, en se connectant à l'application, on va nous proposer de synchroniser les audits liés à ce compte. Donc, en ce faisant, je vais appeler un serveur distant sur lequel sont sauvegardés les audits, ce qui me permet du coup d'accéder aux audits depuis n'importe quel support. Donc, en l'occurrence, ici, on a un seul audit qui a été créé, qui se présente sous la forme de ce bloc. Si je voulais en créer un, je pourrais en bas à droite, en cliquant sur plus, en dérouler un. Cet audit, la visualisation me donne un aperçu du nom de l'opération et de la localisation. On a la date de dernière édition en haut à droite de l'audit. On a un petit visuel qui nous permet en un clin d'œil de se remémorer de quelle opération il s'agit. On a un visuel du nombre de vérifications qui ont été procédées à l'audit documentaire et à l'audit sur site. Donc là, on voit que les compteurs sont complets ou quasi complets. Donc c'est un audit qui est terminé.
J'ai la possibilité de le supprimer, ce que je ne vais pas faire. J'ai la possibilité d'accéder à l'historique des éditions. Donc si d'aventure je veux recharger une version précédente, là j'ai l'intégralité des modifications qui ont été faites. Et je suis capable de recharger n'importe quelle de ces versions pour repartir de celle-ci pour écraser la version existante. Je peux accéder aux documents qui ont été chargés, ce que l'on verra par la suite. Je peux éditer les différentes informations et puis je peux démarrer directement l'audit. Donc là, on va repasser ensemble sur les différentes vues. Donc, dans un premier temps, il s'agit de renseigner les informations caractéristiques de l'opération, donc le nom du propriétaire, la localisation géographique, typologie et configuration, l'état, si c'est du neuf ou de la rénovation, les années de construction et de livraison à des fins statistiques, la surface habitable qui va nous servir pour les questions de chauffage et de rafraîchissement, et puis les coordonnées du commanditaire. Donc des informations administratives classiques. Ensuite, on arrive sur la vue de configuration des systèmes. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va déclarer les différents systèmes en présence pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, etc. Et qu'on va les caractériser, ce qui va nous permettre de générer automatiquement une liste de vérification. Donc j'ai la possibilité soit d'y accéder depuis la barre à gauche avec des technologies, et au sein des technologies, différents systèmes, soit par la barre de recherche. Donc dans le cas présent, on a un générateur thermodynamique qui consiste en une PAC RO bibloc. Donc on constate qu'elle a été surlignée, qu'il y a un petit 1 à côté. Donc si je clique, j'ai la possibilité d'éditer ce système existant. On lui a donné un nom, en l'occurrence une marque et un modèle pour que ce soit plus explicite. On a indiqué les usages que traitait ce système. Donc c'est une pompe à chaleur double service qui fait à la fois chauffage et ECS, par contre elle ne traite pas de rafraîchissement. Il est indiqué la surface qu'elle traite pour le chauffage. Et ensuite, on retrouve les informations qui permettent de caractériser plus finement l'installation. Donc avec cette pompe à chaleur, on a comme émetteur des planchers chauffants hydrauliques. On aurait pu avoir des radiateurs, ce n'est pas le cas. On n'a pas d'optimiseur de relance. Et en termes de régulation de chauffage, donc on a une explication un peu plus explicite en dessous pour comprendre quelles sont les options disponibles. Et donc là, en l'occurrence, on a une régulation qui a été sélectionnée, qui est un compromis entre un pilotage par l'ambiance et un pilotage par sonde de température extérieure. J'ai la possibilité d'ajouter autant de systèmes de ce type que je le souhaite en cliquant sur plus. Donc ici, j'ai une pompe à chaleur qui a été ajoutée. J'ai également une ventilation mécanique simple flux, en l'occurrence, dont on voit que les entrées d'air et les bouches d'extraction sont hydro-réglables, donc une installation hydro-B. J'ai également 2 systèmes d'éclairage, donc un système d'éclairage intérieur dont il est précisé qui concerne à la fois le rez-de-chaussée et le R+1, dont on précise également que la source lumineuse est de type LED, et également un système d'éclairage extérieur pour lequel il est indiqué que le pilotage se fait sur détection de présence et où la source lumineuse est également une source LED. Une fois que j'ai déclaré les différents systèmes en présence pour mes 5 usages, je retrouve en bas de manière très succincte la liste des systèmes déclarés pour les différents usages. Donc ici on constate bien que la pompe à chaleur par exemple est bien double service à la fois chauffage et ECS. Quand j'ai fini cette déclaration, je vais pouvoir passer à un récapitulatif. Donc je retrouve les systèmes en présence avec les usages et je retrouve les caractéristiques qui ont été définies pour ces systèmes. Adossé à ces systèmes, je vais pouvoir ajouter des documents dans l'application. Donc ces documents, ils vont me servir à documenter l'installation et à pouvoir être consulté à tout moment pendant les vérifications. Donc ici, je vois que j'ai un certain nombre de documents qui ont été chargés. Le titre que je vais donner. En cliquant dessus, on constate qu'on accède directement aux documents. Donc par exemple ici, les données constructeurs de la pompe à chaleur. Donc je peux tout de suite consulter le document à ce travers-là. Et j'ai également la mention du système qui est concerné. Donc ici, il s'agit de données constructeurs de la pompe à chaleur, donc n'est concerné que la pompe à chaleur. Par contre, pour le plan, par exemple, un plan de rez-de-chaussée, tous les systèmes a priori sont concernés. Donc on a à la fois la pompe à chaleur, la ventilation et l'éclairage. Donc ce sont ici les systèmes en présence et j'ai la possibilité, les documents en présence et j'ai la possibilité d'en rajouter si je le souhaite. Une fois que j'ai fini cette vérification-là, donc je peux passer à la partie audit. Donc on retrouve une vue générale où on a en haut la partie audit documentaire. Donc on constate ici que l'intégralité des vérifications ont été faites. En dessous, l'audit sur site, avec quasiment toutes les vérifications qui ont été faites aussi. Donc je peux quitter et reprendre à tout moment un audit pour y revenir a posteriori. On retrouve sur la partie basse un récapitulatif des bonnes pratiques à mettre en œuvre pour l'audit sur site et en particulier une liste de matériel qui est à la fois du matériel courant mais également une liste de matériel de mesure spécifique qui est générée automatiquement à partir de la configuration des systèmes en présence, puisque en fonction des systèmes, on a des vérifications différentes et donc potentiellement des appareils de mesure spécifiques. La façon dont se présentent les vérifications au sein d'un audit est la suivante. Donc, une vérification se présente sous la forme d'un bloc où je retrouve en haut l'intitulé du système concerné. En dessous, une mention de vérification, donc assez succincte, implantation du vase d'expansion.
Les réponses à donner, donc en l'occurrence ici j'ai le choix entre correct, incorrect, un vase absent ou non vérifiable. J'ai potentiellement des réponses de type saisie numérique en fonction des types. Donc par exemple ici on me demande une température de consigne ECS, j'ai une saisie numérique avec éventuellement la possibilité, s'il y a lieu, de choisir une unité. Ici on n'a que les degrés Celsius de disponibles, mais on pourrait avoir par exemple sur une puissance des watts ou des kilowatts. J'ai mes questions qui se déroulent pour les différents sujets. Si d'aventure un point est non vérifiable pour X ou Y raison, en cochant non vérifiable, il m'est demandé de justifier la raison pour laquelle c'est non vérifiable. Donc, par exemple ici, je n'ai pas de document qui me permet de déterminer si l'installation est rincée ou non. Pour naviguer dans les différentes vérifications disponibles, j'ai la possibilité de les filtrer. Donc, par défaut, on a l'intégralité des vérifications qui s'affichent. En cliquant en haut à droite, j'ai accès à un certain nombre de filtres en fonction de si la vérification a été procédée ou non, de sa priorité, d'une éventuelle localisation, et puis par exemple des systèmes. Donc j'ai la possibilité, en cliquant ici, de n'afficher que les vérifications relatives à la BMC simple flux, voire même, en zoomant encore, de n'afficher que les vérifications relatives aux entrées d'air de ce système. Ce faisant, donc en cliquant sur ce filtre-là, je n'ai que les vérifications relatives aux entrées d'air. Dans les fonctionnalités complémentaires, donc si l'intitulé de vérification n'est pas suffisamment explicite, on a la possibilité de consulter une aide, où là, en complément de l'explication succincte, on a une explication un peu plus conséquente, et éventuellement, on peut, comme c'est le cas ici, avoir un document de référence qui est préchargé dans l'application et qui nous permet de consulter plus en détail en quoi consiste la vérification qui m'est demandée. J'ai également accès aux différents documents que j'aurais chargés préalablement dans l'application. Donc par exemple ici, vis-à-vis de cette VMC, je n'ai pas de notice particulière, par contre j'ai des plans. Donc je peux, en cliquant dessus, directement consulter le plan si ça peut m'aider dans ma vérification. En lien avec chacune des vérifications, il est également recommandé de documenter, que la réponse soit une qualité ou un défaut, de documenter le contrôle. Donc pour ce faire, j'ai la possibilité d'ajouter éventuellement un commentaire, ce faisant un commentaire libre qui sera automatiquement rapporté dans le rapport, ou la possibilité d'ajouter également des photos. Donc si je suis sur une tablette ou un téléphone avec la possibilité de prendre automatiquement une photo au travers de l'appareil, si je suis sur ordinateur, j'ai la possibilité de charger un document, et donc je peux charger différentes photographies, éventuellement les éditer si je veux mettre en évidence une partie particulière de mon système. Ces différentes photos seront versées automatiquement au rapport. Une fois que j'ai terminé ma liste de vérification, je peux valider. Et quand j'estime que la quantité de vérification auquel j'ai procédé est suffisante, ou de manière intermédiaire, si je veux simplement avoir un premier contrôle avant de procéder complètement à l'audit et de rendre mes résultats à mon commanditaire, je peux générer le rapport. Donc en cliquant en bas sur « Générer le rapport », il m'est proposé ou de le télécharger et ou de le recevoir par mail. Donc on va par exemple le télécharger. Donc cette étape-là nécessite une connexion Internet. Ça prend moins de quelques minutes suivant la qualité de la connexion et également suivant la quantité de photographies, la qualité de l'appareil photographique et puis la quantité de commentaires éventuels qui ont été joints au rapport. Ce rapport il sera disponible localement sur l'appareil et il est également téléversé de manière automatique sur le serveur distant, ce qui permet d'une part d'alimenter la base de données anonymisée pour mieux documenter la sinistralité, et d'autre part d'y accéder à tout moment en rechargeant depuis son compte. Donc là, il m'est proposé d'enregistrer le document. En l'occurrence, je suis sur ordinateur et il m'est proposé un chemin d'enregistrement. Et donc, ça va être un document texte qui est éditable, que je vais pouvoir enregistrer et modifier à ma guise avant de le rendre éventuellement à mon commanditaire. Voilà, donc Pierre-Robert Lay, pendant toute la vidéo, je vous ai vu en train de rien faire. Mais ça nous a permis d'avoir une démonstration qui fonctionne, parce que c'est vrai que dès qu'on est sur des applications, qu'on fait des démonstrations comme ça, à tous les coups le jour J, ça ne marche pas comme on veut. On a très bien compris comment fonctionnait l'application, ça c'est vrai que c'est intéressant. Aurélien Lopez, on s'est aussi basé sur des opérateurs de terrain pour savoir comment les choses se passaient, donc Aurélien Lopez de l'AQC. On l'a vu, il y a eu des personnes formées pour aller sur le terrain, mais qui vous ont également fait des remontées. Oui, voilà, c'est que en fait, pour vraiment aller jusqu'au bout de l'opérationnalité de la méthode, il nous a fallu très vite se confronter au terrain avec toutes les dimensions que ça peut représenter.
Et pour ce faire, donc dès le début du projet Sereine, on a recruté un certain nombre d'opérateurs, donc dont certains pourront témoigner tout à l'heure, pour les former à la méthode et pour qu'ils appliquent en fait la méthode sur des maisons qui ont été également recrutées. Très vite, un certain nombre, dès qu'on va sur ces expérimentations-là, un certain nombre de questions se posent. Ça peut aller donc de comment on optimise le matériel pour rendre la mesure la moins longue possible. Donc c'est ce que a présenté Rémi. Ça peut être les questions qu'on a eues tout à l'heure, par exemple sur le coût, c'est-à-dire que nous, le retour d'expérience qu'on attend de ces opérateurs, c'est aussi qu'ils estiment un petit peu le coût de l'opération si eux devaient proposer cette mesure. Oui, parce qu'on a vu qu'on a eu beaucoup de questions sur les coûts, c'est revenu régulièrement. Oui. On n'a pas de réponse à l'heure actuelle, je le redis. Il n'y a pas de... Oui, voilà, c'est ça. C'est alors, on a fait une étude de prix, donc la chaîne de valeur, on l'a définie, etc. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a maintenant un matériel optimisé suite au retour d'expérience des opérateurs, et donc maintenant il faut qu'on fasse encore pas mal d'expérimentations pour pouvoir affiner un peu ce prix, et donc on aura peut-être l'occasion donc dans les 3 années à venir de densifier les expérimentations de ce type, de façon à afficher un prix réaliste et acceptable. Et donc encore un aspect aussi sur les essais sur le terrain, c'est les questions assurantielles, bien sûr. Donc nous, les expériences qu'on a fait sur donc des maisons de particuliers, on a dû assurer la mesure, vérifier les conditions d'assurance des opérateurs, les opérateurs qui sont donc... On a une question sur le sujet, c'est quelle responsabilité pour celui qui mesure la performance au moment de l'intervention, je pense, c'est aussi concernant les résultats. Mais ça, non seulement on y a pensé, mais on s'y est confronté. C'est-à-dire que les expérimentations sont faites vraiment dans des conditions d'application réelle. C'est-à-dire que ces opérateurs étaient assurés. Donc on a vérifié avec leurs assureurs que le champ était couvert. Et par ailleurs, donc, nous, au côté AQC, on a dû assurer aussi donc, un certain nombre de risques, donc, qui va de la perte des denrées dans le congélateur parce qu'on a mal connecté ou il y a une coupure de courant, à éventuellement des incendies. On peut tout imaginer. Évidemment, on n'a eu aucun problème sur les 40 expérimentations qu'on a fait. Ça s'est passé très bien. Mais bon, ces questions-là, il fallait se les poser. On se les a non seulement posées, mais on les a appliquées. Pour avancer, donc juste là, je présente un peu les 20 structures qui ont été formées. Ces 20 structures, ça représente 34 opérateurs qui ont été formés pour la mesure Sereine et qui ont donc eu une attestation de formation qui a été délivrée par le consortium. Et pour l'implantation sur le territoire, en fait, donc pour accompagner ces opérateurs, on a mis en place un certain nombre d'antennes. Donc là, on en a 9. Sur toute la France, qui ont permis alors de former les opérateurs, de prêter les kits d'expérimentation et d'accompagner les opérateurs sur leurs premières mesures. Donc aujourd'hui, on a, comme j'ai dit, une quarantaine de mesures qui ont été faites sur le terrain. Et donc on cherche à recruter encore des opérations. Donc s'il y a des bailleurs ou des gestionnaires de parcs, voire même des particuliers qui veulent tester leur maison, aujourd'hui on propose cette mesure alors gratuitement dans le cadre d'une éventuelle suite. Il faut donc nous contacter à l'adresse sereine@qualitéconstruction.com et donc en fonction d'un certain nombre de critères qui sont relativement peu sélectifs. Nous, ce qu'on veut, c'est des maisons qui sont réhabilitées ou des maisons neuves avec une certaine performance. Quand on dit réhabilitation, il faut que la réhabilitation énergétique soit significative. Et à partir de là, donc, on peut proposer donc la mesure. Merci beaucoup Aurélien Lepès. On a une question pour vous, peut-être Philippe Estingois. Est-ce que la méthode propose des pistes pour identifier les problèmes en cas de mesures non conformes à l'étude ? C'est un des sujets qui a été traité et qui va continuer à être traité
dans les expérimentations des prochaines années. Donc, tout en faisant cette mesure, on a examiné donc, comment fonctionnait l'enveloppe. Et comme l'a indiqué Stéphanie De Ruino dans sa présentation, les cas où on était en situation défavorable, donc il a pu être identifié donc, les problèmes qui avaient généré cette situation défavorable. Et donc ces problèmes peuvent être relativement vastes, hein, des erreurs dans le calcul, ça peut être des problèmes liés aux matériaux qui ne sont pas tout à fait ceux qui avaient été pris dans le cadre du calcul et qui n'ont pas la même performance que ceux qui étaient prévus. Ça peut être des problèmes de mise en œuvre d'isolants avec des ponts thermiques, le non-traitement d'autres ponts thermiques, la mauvaise pose d'une menuiserie. Donc il y a toute une série de défauts que l'on peut identifier pour les mettre en corrélation avec le résultat de la mesure. Très bien, merci pour cette réponse à la question sur le fil de discussion. Rémi Bouchier et Pierre Oberlé, merci. Je vais vous demander de laisser votre place à Florence Beauvais de Séquence et Jean-Jacques Grain de CRF Batic Control qui vont venir nous parler, témoigner de cette question du déploiement de la méthode Seren. Et nous sommes également en ligne avec Alexandre de France, chargé d'expertise à Maison et Cité, qui est un des opérateurs qui a participé également à cette démarche sereine. Bonjour Alexandre de France, on vous voit bien ? Bonjour. Tout va très bien et vous ? Et on vous entend bien, ça va bien, oui, très très bien. Merci d'intervenir à distance. Alors vous êtes sur un parc, vous êtes dans l'habitat social, vous êtes sur un parc qui a ce site particulier, que c'est beaucoup de maisons individuelles. Dès qu'on parle habitat social, on pense logement collectif. Vous avez hérité de maisons finalement assez typiques du nord de la France, au Nord-Pas-de-Calais. Vous avez, je crois, alors 98% du parc de logements, c'est des logements individuels. Donc c'est ces maisons minières hein, qu'on connaît, qu'on a tous à l'esprit. Et alors on va parler de la question du déploiement. Qu'est-ce qu'il faut pour déployer la méthode Seren et vous, quelles sont vos attentes ? Je dirais qu'il y a d'abord une véritable question sur le coût des essais qui sont définis à terme. Je pense qu'il faut également faciliter le travail de l'opérateur parce que ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait énormément d'appareils. Je crois que les différents acteurs du projet Seren ont réalisé un travail pour réduire ce nombre d'équipements. Et puis, je pense qu'il y a aussi un travail sur la formation et la sensibilisation des acteurs de l'acte de rénover pour qu'ils intègrent l'intérêt et le bien fondé de ce dispositif qui permet essentiellement de garantir la performance énergétique après rénovation. De signaler l'aspect maison individuelle. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, dans les logements collectifs, il peut y avoir des contrats avec des énergéticiens qui sont finalement gérés non pas par les habitants eux-mêmes, mais par d'autres structures. Là, en l'occurrence, c'est chaque occupant de vos logements qui va contractualiser avec qui il veut. Voilà, ça fait partie de son droit de se tourner vers tel énergéticien ou tel autre. Ce qui veut dire que dans les périodes de vacances de vos logements, il n'y a pas forcément de contrat avec un énergéticien et se pose la question finalement de comment on va réaliser ces mesures. Puisqu'on a vu, il faut quand même pouvoir mettre un appareil de chauffage dans la maison, donc avoir finalement une alimentation électrique. Alors oui, tout à fait. Alors c'est, je dirais, la contrainte majeure que nous avons rencontrée, c'est qu'ayant un parc essentiellement composé de logements individuels, nous ne prenons pas en charge, comme nos autres confrères bailleurs sociaux, qui ont un parc plutôt nature collective, nous ne prenons pas en charge les contrats d'énergie. Donc ce sont nos clients occupants qui souscrivent le choix de leur énergie avec l'énergéticien qui leur va bien. Donc effectivement, comme les logements sont inoccupés lorsqu'on réalise les essais Seren, il y a toute cette gestion est liée à la contractualisation de l'énergie, puisqu'on a besoin d'énergie pour mettre en œuvre les mesures. Je dirais que donc la principale contrainte relative à ce dispositif Seren aura été une contrainte de nature administrative liée à la contractualisation et au choix du fournisseur d'énergie. Ouais. Et vous avez par contre des propositions pour que la méthode Seren soit déployée. C'est peut-être aussi qu'elle rejoigne certains moteurs de calcul qui sont déjà utilisés. Est-ce que vous proposiez ?
Oui, alors effectivement, aujourd'hui, on est dans un mode d'appréciation de la performance énergétique qui est tout à fait théorique. Il est très malaisé de pouvoir identifier la nature des écarts entre la facture du client et le modèle théorique, hein, puisqu'on ne prend pas en compte tous les usages dans les moteurs de calcul réglementaires, notamment les usages liés à la cuisson, mais aussi aux équipements électroménagers. Et puis, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont prises en considération, et notamment la température de chauffage, hein, qui est par hypothèse identifiée à 19 degrés. Bon, on pense que c'est tout à fait utopique de considérer que nos clients se chauffent à 19 degrés. La réalité est plutôt à 21, 22 degrés, voire plus. Donc, nécessairement, ça a un impact sur la consommation d'énergie. Donc, si effectivement ce dispositif pouvait être intégré dans les moteurs de calcul réglementaires, ça nous faciliterait bien la tâche pour que le travail qui a été accompli par les entreprises soit aussi reconnu, parce que Seren, c'est aussi un outil de mesure de la qualité de réalisation des travaux. Ouais. Aurélien Lopez, sur ces aspects. Alors là, nous, on est très en amont là, par rapport à ce qu'on a livré. Donc nous, on a livré la méthode de mesure. Effectivement, aujourd'hui, comme on l'a vu un peu avec Sercal, c'est quels sont en quelque sorte les débouchés. Et donc, on voit avec la labellisation un horizon qui s'ouvre. On a travaillé par rapport au DPE, par exemple, aussi pour être compatible par rapport aux indicateurs du DPE. Donc on est très ouvert justement à faire ce travail, mais aujourd'hui, très clairement, il n'est pas encore initié, mais c'est quelque chose, en fonction des sollicitations, qui pourrait très bien se faire. Vous attendez aussi des encouragements de l'État ou ça suffit à vous? Enfin, il y a quand même un point important, Alexandre de France, c'est que finalement, tous ces outils, ça permet d'anticiper les contentieux, enfin d'éviter d'avoir des contentieux. Peut-être qu'il y a quand même un intérêt pour vous, bailleur social, d'aller sur finalement des outils qui permettent d'apprécier des situations et de rentrer en dialogue. Parce que sinon, on voit qu'il y a parfois des oppositions qui terminent finalement en justice, quoi, on n'a pas eu vraiment de dialogue. Oui, tout à fait. Je vous rejoins parfaitement sur ce fait. On se trouve en face de clients qui attendent, je dirais, une certaine performance énergétique, mais surtout des économies de charges liées aux travaux de rénovation énergétique. Et naturellement, l'usage exerce une influence plus ou moins importante sur ces consommations d'énergie. Donc, le fait de pouvoir qualifier la qualité de l'enveloppe au travers des mesures dans le cadre de ce dispositif Seren, nous avons l'assurance que les travaux ont été correctement réalisés et que s'il y a un écart entre le schéma théorique et la facture réelle du client, ça nous permet d'orienter nos actions finalement sur la maîtrise d'ouvrage, sur les comportements à adopter par nos clients pour obtenir ces économies d'énergie. Merci. Florence Beauvais, vous êtes directrice du patrimoine chez Séquence, bailleur social également. C'est pour ça que je me dis, tiens, c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Il y a un grand besoin de dissocier le comportement de l'occupant de la qualité de la réhabilitation. Ou de la construction, parce que vous avez 4000 réhabilitations par an et 4000 constructions neuves par an. C'est ça. C'est quand même un gros... Ouais, vous êtes sur l'Île-de-France et c'est vrai que c'est un sacré volume. Bonjour à tous. Donc effectivement, Séquence, on est filiale d'Action Logement et on a 100 000 logements en Île-de-France. On est bailleur social. On fait 4000 constructions neuves par an, 4000 réhabilitations par an qui comprennent toutes des travaux d'amélioration thermique. Et ça fait quelques années qu'on réfléchit à la question de la performance réelle parce qu'elle n'est dans aucun moteur de calcul aujourd'hui. On affiche des choses, mais au final, on ne sait pas si c'est atteint. C'est une situation qui ne nous satisfait absolument pas. On a une responsabilité vis-à-vis de nos occupants qui est de les protéger de la précarité énergétique. En ce moment, il y a une tension qu'on n'a jamais connue sur les marchés de l'énergie qui entraîne une augmentation sans précédent des factures énergétiques dans toute la France. Et le bâtiment, c'est 40% de la consommation d'énergie en France, 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, on est en train de définir notre trajectoire carbone et il n'est pas question qu'elle ne soit que théorique. Ouais. Donc sur les réhabilitations, on a expérimenté des choses, on a fait des contrats de performance énergétique. Alors nous, au contraire, on a une très grande majorité de bâtiments collectifs. Donc je vais avoir des attentes assez fortes sur Seren, sur le collectif. On a très peu
de pavillons. Donc on a pu expérimenter des contrats de performance énergétique et on mesure depuis quelque temps les consommations pendant 2 ans après réception pour comprendre pourquoi on a des écarts. Et en fait, c'est compliqué, la question de l'écart. Le juridique, c'est pas satisfaisant, donc il faut pouvoir aller sur un dialogue qui est vraiment technique, à un moment donné, avec les... C'est-à-dire, quand on observe un écart, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vient du comportement de l'occupant? Qu'est-ce qui vient de la qualité de réalisation des travaux? Qu'est-ce qui vient de la manière dont ça a été conçu? Et à la fin, dans un dialogue qui a du mal à aboutir. Donc, vraiment, moi, l'avantage que je vois dans la méthode sereine, c'est qu'on va pouvoir sortir un des piliers de cause de ces écarts pour arriver à le mesurer et arriver à le mesurer à la réception des travaux. Et pas 1 an après, quand on se rend compte qu'il y a des écarts de consommation. Parce que la réception est toujours en dialogue justement avec les entreprises. Exactement, ça doit même être un élément qui permet la réception des travaux, comme le test de perméabilité à l'air l'est aujourd'hui. Ça peut être intégré dans des labels, ça peut être réglementaire, mais au moins on dépasse la performance théorique. Ouais, donc vous en venez vite quand même à la question réglementaire. Vous voudriez que ce soit une des conditions de réception, donc ça veut dire que ça devient... Alors moi, effectivement, ce que j'attends derrière, c'est d'en faire une condition de réception. C'est-à-dire qu'à un moment, on paye des travaux avec une certaine qualité qui est attendue. Donc je ne vois pas pourquoi on ne mesurerait pas cette qualité. Y a 2 points qui vont être très importants. C'est parce qu'on avait participé à des expérimentations et comme j'ai entendu un appel tout à l'heure, on est complètement intéressé pour expérimenter avec vous. C'est vraiment la durée d'immobilisation du logement. Ça, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Parce que surtout en Ile-de-France, on a une tension assez forte sur le marché et on ne peut pas avoir des logements immobilisés trop longtemps. Le coût de la mesure sera aussi important. Après, sur la fiabilité, c'est des questions qu'on pourra regarder en fonction des types de bâtiments. Et bien sûr, tant qu'on est tous raccord sur quelle est la fiabilité de la mesure et à quel point elle est précise, tant qu'elle nous permet de sortir du dialogue sur l'atteinte des performances, la partie performance intrinsèque du bâtiment, nous on sera très intéressés. Jean-Jacques Grain, donc, vous êtes opérateur de mesure chez CRF Bâti Contrôle. Vous faites encore de l'AMO, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et du contrôle. Par le passé, vous avez également fait de la conception. Vous connaissez bien le monde du bâtiment. Quand on a échangé, vous m'avez dit, enfin, point d'affirmation, on fait de la mesure. Oui, bonjour à tous. Oui, donc moi ça fait plus de 30 ans que je fais du bâtiment et je suis un ancien maître d'œuvre et je fais toujours encore de la conception et de la réalisation. Enfin, effectivement, on a des outils qui permettent de pouvoir qualifier le bâtiment. Alors on l'avait déjà effectivement avec la partie de la perméabilité à l'air, mais on l'a maintenant avec la mesure d'enveloppe, enfin avec la mesure d'enveloppe effectivement, mais surtout avec le contrôle système. Je pense que ça, c'est une partie qu'on ne parle pas beaucoup là aujourd'hui, mais qui est tout aussi importante et qui, elle, le coût est quasi peut être parfaitement conforté lors du test d'étanchéité à l'air. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, tout à l'heure, j'entendais savoir si effectivement c'était des choses qu'on pouvait intégrer ou pas. Et moi, les remontées d'informations que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est que la plupart des sinistres ou des choses ou des problématiques qu'on rencontre, c'est tout simplement parce que les contrôles à réception n'ont pas été faits. Alors la maison individuelle est un parent pauvre. Pourquoi? Parce que dans les bâtiments collectifs ou dans les autres, on a très souvent des bureaux de contrôle qui sont associés au projet. Au niveau de la maison individuelle, c'est pas le fait. Donc il faut une indépendance des 2 parties, c'est ça? Non, mais c'est sûr qu'un constructeur de maison individuelle, il n'a pas de bureau de contrôle derrière. Enfin, c'est très souvent, rarement le cas, sauf sur des grosses opérations. Donc, il se rattache à une seule chose, c'est tout simplement son conducteur de travaux, qui est plus ou moins compétent dans ses phases d'exécution. Très souvent, ce sont des anciennes entreprises qui font ça. Mais quand on leur parle éventuellement tout simplement de savoir si la ventilation elle a été raccordée à la ligne EDF, généralement, on vous regarde avec des yeux vitreux. Donc voilà. Donc le fait effectivement d'avoir au moins une méthodologie, enfin, à la base, j'allais dire n'importe quel conducteur de travaux devrait avoir une méthodologie de contrôle et de phasage jusqu'à la réception, mais d'avoir cet outil-là, moi j'applaudis le CSTB d'avoir sorti un référentiel aussi large avec autant d'outils derrière et d'informations qui vont permettre effectivement, même pour le déploiement simple du constructeur de maison individuelle, de pouvoir l'utiliser. Nous, effectivement, et si c'est rendu opposable, il aura que plus de valeur. Voilà. Donc, pour la partie sereine, moi, 2 choses qui sont importantes. La partie, la partie système,
qui elle est facile à déployer et à mettre en œuvre, et puis la partie mesure qui elle est là effectivement intègre de la méthodologie, intègre éventuellement du temps et intègre éventuellement un coût. Il peut y avoir des intérêts contradictoires, ça arrive parfois. Vers qui il faut se tourner pour déployer la mesure? Dans la mesure, c'est pas encore opposable, en attendant que ça le soit peut-être un jour, on ne sait jamais. Mais si jamais ça n'est pas opposable, vers qui il faut se tourner pour déployer les mesures sereines, à votre avis? Tous les acteurs de la construction sont intéressés. Moi, j'entends avec beaucoup de plaisir qu'un bailleur social dise je veux et je suis intéressé par ce système-là. Je peux vous dire que quand on les sollicite, ils nous regardent en disant ouais, c'est pas mal votre truc, mais finalement, écoutez, d'abord, j'ai pas le temps, hein, et puis deux, si les résultats sont pas bons, ça se passe comment? Donc, c'est une bonne question. Hein. Si les résultats sont pas bons, ça se passe comment? Il y a plusieurs fois eu cette question dans le fil de discussion. Bah, ça se passe comment? Je dirais que l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir faire remonter cette information, d'avoir un dialogue en disant et en pointant éventuellement certaines anomalies. Et puis, après, aux partenaires de faire remonter les informations et d'aller chercher les responsables, parce que c'est très facile de qualifier un bâtiment et de savoir où sont les responsabilités. D'accord. Alexandre de France, il y a un enjeu très important qui est économique. C'est que les logements dont on parlait n'ont pas toujours une valeur à la vente qui est si élevée que ça. On ne peut pas faire, la partie rénovation de vos logements, elle occupe une part importante finalement relativement au coût d'acquisition du logement, à son prix foncier. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire les travaux de rénovation plusieurs fois de suite en attendant de trouver la bonne méthode. Il faut que les travaux soient tout de suite performants. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une logique, on parle souvent de construction ou de rénovation durable sans apprécier l'impact de la qualité des travaux et aussi l'impact de différents phénomènes sur la pérennité de la performance énergétique dans le temps. Notamment, nous, on a un phénomène qui est assez important, qui affecte particulièrement nos logements, qui sont des logements essentiellement construits avant 48, c'est le phénomène d'humidité. On va parler de transfert de vapeur d'eau. Donc, c'est un sujet sur lequel on s'intéresse. Mais effectivement, il s'agit aussi, pour nous, dans le cadre de Sereine, de comparer différents systèmes d'isolation et d'apprécier, par comparaison à des systèmes d'isolation traditionnels en laine minérale, d'apprécier, par exemple, le potentiel de solutions alternatives en matériaux biosourcés, par exemple. Et on s'aperçoit, on apprend des choses. Hein. D'ailleurs, on conduit un travail conjoint avec le CEREMA et le CSTB, qu'entre la théorie de laboratoire et la vraie vie, il y a des phénomènes très très complexes dont on essaye d'évaluer l'impact. Donc, nécessairement, il y a une logique à avoir en coût global, c'est-à-dire que le coût d'investissement est important. Il faut qu'on rentre, je dirais, dans des coûts acceptables, mais il faut aussi réfléchir à la fréquence d'intervention. Il faut la limiter au maximum, parce que s'il s'agit de refaire nos isolations 10 ou 15 ans après qu'elles aient été mises en œuvre, c'est pas un modèle qui est pérenne. Donc on s'intéresse aussi à la qualité de l'enveloppe, mais à la pérennité des performances. Bien entendu. Alors Aurélien Lepès, on a beaucoup parlé de la méthode Sereine pour avoir cette vision donc, sur le bâtiment et faire monter en compétences, voir où sont les défauts, etc. Mais c'est vrai que ça c'est un point qui est intéressant avec Alexandre de France, que ça peut permettre peut-être de comparer aussi des méthodes d'isolation. Par exemple, là quand on a des bâtiments qui se ressemblent un peu les uns les autres, pouvoir comparer plus rapidement finalement des méthodes d'isolation et puis se dire, bah voilà, jusqu'à présent on a fait comme ça, mais si on utilise cette autre méthode, on aura le meilleur résultat, des coûts plus favorables, etc. Ça, c'est envisageable, non ? Oui, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, hein, tout est envisageable. Nous, en fait, on livre une méthode de mesure, donc un instrument de mesure. Et on voit déjà, ce matin, on a vu qu'il y avait de multiples applications et intérêts divers par rapport à cet outil
en fonction d'où on vient, maître d'ouvrage, le ministère, etc. Donc évidemment, l'innovation, puisque là c'est la question de l'innovation, évidemment, la méthode peut être utilisée par des personnes qui innovent et qui veulent vérifier leur système. Ça vaut le coup quand on a un parc qui se ressemble un peu. Donc, ou de comparaison, etc. Oui, c'est vraiment, nous en fait, vraiment, je répète, on livre une méthode de mesure fiable. Et après, aujourd'hui, on est vraiment au moment où les gens commencent à s'emparer de cette mesure. Donc, on l'a vu avec Cercal, etc. Des applications concrètes sont en train de voir le jour. Et c'est tout à fait envisageable d'avoir un outil, justement, qui permet de comparer différents systèmes d'isolation dans un parc donné. Alors, Florence Beauvais, il y a un point très important pour les bailleurs sociaux, c'est le suivi du patrimoine. C'est une préoccupation qui n'est pas nouvelle chez les bailleurs sociaux, mais on en parle quand même de plus en plus parce qu'on se rend compte, on est finalement un peu moins attentif ces dernières années au coût de construction, et on voit bien que c'est sur les 50 années d'exploitation qu'il va falloir avoir une vision plus précise. Et il y a donc cette question du suivi du parc. Je vous en parle parce qu'on a eu une question de la part des inscrits à ce webinaire sur est-ce qu'on pourrait utiliser des méthodes pour faire le suivi de parc. Est-ce que c'est également parmi vos attentes, ça, le fait d'avoir des méthodes simples d'usage qui permettent de suivre un peu le parc des logements? Alors effectivement, c'est dans le cadre de la mesure de notre trajectoire carbone, c'est un point très important parce qu'en fait, le poids, il est sur l'existant, il est sur le stock. Donc on regarde des outils, d'ailleurs certains en partenariat avec le CSTB, qui nous permettent d'avoir une vision de la consommation de notre parc à un instant T, de l'impact de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on a quand même tout un sujet sur le patrimoine en chauffage individuel, sur lequel on n'a pas de visibilité sur les consommations réelles, les factures appartenant aux occupants. Autant notre parc en chauffage collectif, il est géré, il a des contrats avec intéressement, on le suit de manière assez précise son évolution chaque année. Tout ce qui est en chauffage individuel, qui fait quand même à peu près 30% de notre parc, on ne le voit pas précisément. Et là-dessus, oui, on a des attentes parce qu'il faut qu'on arrive aussi à suivre la performance de ce parc-là. Et en plus, c'est un parc sur lequel on n'a pas encore trouvé la façon de faire des contrats de performance énergétique. Donc il faut qu'on arrive à suivre la performance réelle. Et donc je vous confirme, on a bien des attentes là-dessus. Vous avez quand même des réflexions, vous incluez plusieurs personnes dans vos contrats de performance énergétique pour essayer d'associer un peu tous les responsables? Oui, c'est une solution juridique qu'on a trouvée où on est sur un marché global de performance. Aujourd'hui, on a la maîtrise d'œuvre qui conçoit le projet, l'entreprise qui réalise les travaux, l'exploitant. Ils sont tous dans un groupement et ils sont responsables collectivement de l'atteinte de la performance au réel sur une durée qui peut varier en fonction du contrat. Donc c'est une des solutions qu'on a, mais qui on souhaite expérimenter pour qu'elle ne soit pas la seule. Vous voyez quelques clés donc pour déployer cette méthode. On a vu que c'était un gros travail depuis la recherche jusqu'à quelque chose d'opérationnel. Ça, c'est vraiment une des grandes réussites du projet Sereine, c'est qu'on part de calculs mathématiques, de choses très fondamentales, finalement, recherche fondamentale, pour aller sur l'applicable en réduisant, sans perdre trop dans l'incertitude, dans les indicateurs. À un moment donné, le succès est vraiment total si on arrive à diffuser cette méthode. Est-ce que vous voyez des clés pour pouvoir... Je pense que, alors je vais sans doute répéter mais ce qui a été dit, mais c'est vraiment la simplicité. Il faut que ça soit simple à mettre en œuvre, il faut que ça soit court. La durée d'immobilisation du logement ne peut pas être longue, il faut qu'elle soit le plus court possible. Et il faut qu'on soit dans un coût qui est absorbable sur les opérations. Voilà. Mais la simplicité restera la clé. Il ne faut pas qu'on en fasse quelque chose de trop lourd après sur chantier. Jean-Jacques Grain, simple, malgré tout, est-ce qu'on le donne l'outil par lui-même, en tant qu'opérateur, l'outil par lui-même est très simple. Après, le plus court qu'on a pu avoir, nous, c'était 3 jours. Le bâtiment pour la partie mesure qualitative de l'enveloppe. Pour la partie contrôle système, c'est, on va dire, c'est 2 heures sur site, hors préparation, mais même si on fait un facteur 2, on va dire une grosse demi-journée, au pire des cas, sur des chantiers très compliqués, on va dire une journée complète. Mais sur le chantier, 2 heures
au pire une demi-journée si on compte à la fois le contrôle d'enveloppe. Donc voilà, en termes d'intervention de notre part, c'est à peu près ça. En termes de mobilisation, donc on tend à aller sur des temps de moins en moins longs. Plus effectivement on a des remontées de données, et plus on a des mesures qui sont justes, mais on va dire aller sous 3-4 jours, on a déjà une bonne partie des informations. Oui. Philippe Estingois, il va y avoir un Seren 2, ça, c'est dans les tuyaux ou pas, pour pousser plus loin la question peut-être du déploiement. Et d'ailleurs, une question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'on aura des statistiques centralisées, parce qu'on voit qu'on va mieux connaître les bâtiments, qu'on va progresser en connaissance sur les travaux qui vont bien à tel type de logement, qui vont peut-être bien à tel autre type de logement. Est-ce qu'il y aura une centralisation de la donnée ? Alors sur la première question, est-ce qu'il y a un Seren 2 dans les tuyaux? Donc il y a un Seren 2 dans les tuyaux, et on espère que les tuyaux arrivent quelque part pour qu'il y ait effectivement un Seren 2. C'est fort probable. Donc comme j'ai pu l'indiquer, donc un Seren 2 porterait sur deux sujets essentiels. Donc un sujet donc qui intéresse Séquence, hein, c'est développer un dispositif donc qui permette de faire de la mesure sur le logement collectif. Donc c'est pas simple, hein, le cahier des charges est fait et ça va se développer dans le cadre de Seren 2. Donc il y a un travail important donc qui sera mené par le CSTB donc pour ce qui concerne l'enveloppe et puis par l'INES pour ce qui concerne les équipements. Puis deuxième aspect dans un Seren 2, c'est la massification donc des mesures sur le terrain, la comparaison avec un certain nombre d'autres méthodes, hein, puisqu'il y a d'autres méthodes qui existent et on souhaite comparer de façon à ce qu'effectivement on arrive à un dispositif qui soit donc très opérationnel, fiable, et puis qui soit le moins pénalisant par rapport aux occupants. Et puis dans cette partie-là aussi, on va systématiquement généraliser donc la mesure de constat de désordre, donc pour voir donc pour identifier les liens de causalité entre tel type de désordre et puis tel résultat de mesure, de façon à ce qu'on puisse ensuite donc donner les moyens de corriger ces désordres, donc préventivement, et puis éventuellement aussi par simple recherche visuelle éviter certaines mesures. Hein, puisque je n'imagine pas ce jour l'imposition réglementaire d'une mesure généralisée. Ça me paraît pas souhaitable. Par contre, imaginer ce mesurage donc dans le cadre d'un label, ça me paraît tout à fait pertinent. Et puis permettre ce mesurage, et puis de fait, c'est permis. Je veux dire, un maître d'ouvrage pourra contractuellement donc imposer ce mesurage en fin de chantier. Il n'y a pas besoin d'une réglementation pour pouvoir le faire. Est-ce qu'il ne peut pas quand même y avoir des conditionnements d'aide publique Il peut y avoir des conditionnements d'aide publique. Là, j'en sais rien. Ce sera un choix étatique. Donc, ce n'est pas sur la table aujourd'hui, à ma connaissance. Vous n'en discez pas. J'essaie d'avoir un peu les à côté, moi, des choses. Et puis, il peut y avoir beaucoup d'autres usages, hein, comme ça a été évoqué. Donc, cet outil-là va permettre aussi donc d'améliorer les choix de matériaux, donc en faisant de la comparaison de performance en fonction des techniques de choix des matériaux, des techniques de mise en œuvre, de la conception même de bâtiments. Là, on a un test en cours donc sur 3 constructions qui se ressemblent fondamentalement, mais à l'intérieur desquelles le maître d'ouvrage a décidé de mettre différents types d'isolation, différents types d'équipements, et donc ça va donner des informations qui sont intéressantes. Donc l'objectif donc dans ce Seren 2, c'est bien de mieux connaître donc les enjeux de performance de l'enveloppe, de mieux connaître les enjeux de performance des équipements, de façon à ce qu'on puisse progresser collectivement, comme on a pu progresser. Est-ce que ces données vont être centralisées? Est-ce qu'il y aura une sorte de culture de la donnée avec Seren? C'est une bonne chose de centraliser les données, effectivement, de façon anonyme, hein, pour que effectivement on puisse partager cette connaissance et ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, donc les typologies de désordre, c'est important de centraliser pour voir la répétabilité des désordres, pour qu'il y ait une correction systématique des désordres les plus récurrents.
Même si la méthode est simple, Jean-Jacques Grain, il ne faudra pas la mettre dans les mains de néophytes. Faut pas, il y a l'autocontrôle. Vous n'êtes pas tellement pour le fait que. Imaginons qu'on arrive à une méthode extrêmement simple, accessible, ça va rester un métier de pro. À partir du moment où vous faites de la mesure, vous avez la chance qu'elle se retrouve opposable le lundi matin. Donc voilà. Donc effectivement, on peut pas mettre ça entre toutes les mains. On peut vulgariser une certaine partie, mais après, voilà, il y a. Par contre, donc je partage cette réponse-là. Par contre, il est indispensable qu'on développe des outils d'autocontrôle, parce que des professionnels, voilà. que les professionnels puissent avoir à leur disposition des outils d'autocontrôle qui fassent que le couperet de la mesure ne soit pas un couperet. On fait le constat que ça s'est bien passé. C'est plus progressif, c'est ça, avant l'examen final. Il ne faut pas rester dans le brouillard pour arriver à un couperet. Il faut donner la possibilité aux professionnels donc d'avoir une visibilité permanente de la qualité de leur production. Un tout petit détour, Alexandre de France, mais on parlait de la comparaison rendue possible avec des méthodes type Seren. Vous avez regardé ce qui se passait du côté des matériaux biosourcés, c'est ça, en comparaison avec d'autres types de matériaux plus classiques. Et vous arrivez à des résultats assez intéressants sur vos bâtis. Oui, tout à fait. Merci de le souligner. Effectivement, depuis quelques années déjà, on s'inscrit dans une volonté de comparer en conditions réelles la performance de différentes natures d'isolation par comparaison aux isolations conventionnelles. Alors typiquement, la majeure partie de notre parc est rénovée avec de la laine minérale parce que les conditions fixées par les certificats d'économie d'énergie notamment amènent à ce type d'isolant. Sauf que ce sont des isolants qui souffrent énormément de l'humidité et dont la performance est fortement impactée par cette humidité qui transite au sein de nos parois, puisqu'on a un parc de logements qui est essentiellement en parement brique, donc une brique relativement ancienne. Nos plus vieux logements datent de 1850. Donc ces parois laissent place à un important transfert de vapeur d'eau. Et ce qu'on a voulu effectivement apprécier, c'est la capacité de chacun des matériaux à maintenir son pouvoir isolant en fonction de ces phénomènes qui sont quand même assez complexes à apprécier. Et on a vu au travers des isolants biosourcés une meilleure capacité à répondre à ce phénomène et de maintenir son pouvoir isolant. Ce qui nous conduit d'ailleurs à développer un projet qui est soutenu par les fonds Fratrie Hauts-de-France, fonds régional d'accompagnement à la troisième révolution industrielle. Et la volonté de Maisons & Cités, c'est de développer une filière béton de chanvre en région. Alors pourquoi le béton de chanvre? Parce que c'est un produit qui se comporte très très bien vis-à-vis de ces phénomènes d'humidité et de transfert de vapeur d'eau. Et donc le pouvoir isolant reste stable selon les différentes campagnes de mesure, puisqu'on a instrumenté les parois au travers de différents capteurs pour apprécier l'évolution de ses performances dans le temps en fonction de ces phénomènes. Merci pour ce témoignage, merci d'avoir été présent aussi à distance. Et puis on voit que voilà, toutes ces questions de mesure et méthodes vont nous permettre d'aller plus loin dans l'innovation, puis d'avoir surtout des réceptions de travaux qui vont se passer de manière plus éclairée. On a plus d'informations. C'est vrai que pour les 4000 logements en réhabilitation chez vous, Florence Beauvais, c'est quand même 180 millions d'euros par an dépensés en réhabilitation. Donc on a envie que ça marche. C'est indispensable. Ouais. Ce sera la conclusion. Il va falloir faire quelque chose pour que tout fonctionne très très bien, parce qu'il y a le réchauffement climatique, il y a tous ces matériaux qu'on utilise et quelquefois qu'on jette quand ça a été... voilà. Donc c'est très important de pouvoir progresser. Nadia Bouillet, on a vu que justement le projet Seren, c'était une belle pierre à l'édifice, une belle réussite. Vous êtes présidente du programme Profil et vous avez pour vous le mot de conclusion avant de nous quitter à 12h30. Bonjour. Oui. Alors voilà, on vous entend, c'est très bien et on vous voit très bien. Parfait. Bonjour à tous. Écoutez, j'ai l'honneur de conclure cette matinée de travail à laquelle vous avez assisté et
Cette restitution du projet Sereine en une matinée, c'est court pour résumer le travail de ces 3 dernières années, parce qu'on est quand même passé d'un prototype expérimental à des solutions opérationnelles. Donc, c'est vraiment à saluer. Moi, je préside effectivement le comité de pilotage de profil, dont Sereine est un des projets. Et j'ai pu mesurer depuis 3 ans l'engagement des équipes projets, en particulier ces 2 dernières années, qui n'ont pas été simples. Et donc, voilà, je voulais d'abord saluer le travail de ce consortium, parce que vous avez réussi à livrer aujourd'hui un outil qui est vraiment innovant, qui est inédit. Donc, bravo. On peut objectiver la performance des maisons. On peut aussi, à travers ça, consolider des liens de confiance entre les différents acteurs de la construction. C'est l'objectif aussi de cet outil de mesure. Donc, c'est une innovation. On n'a pas encore aujourd'hui mesurer tous les bénéfices de ce que ça va apporter à la filière, mais on est convaincu qu'on a fait des grands pas là depuis 3 ans. Il reste beaucoup de choses à faire. Donc, il y a à améliorer, il y a à consolider l'outil. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a aussi à pouvoir partager ces évaluations. Donc, je crois savoir que vous travaillez sur une plateforme où on va pouvoir mettre à disposition les enseignements, mais il nous faut encore plus de mesures pour pouvoir les mettre. Et puis, il va falloir travailler aussi sur le logement collectif, et c'est un des objectifs. Travailler aussi à raccourcir encore plus les délais, même si vous avez relevé un sacré challenge. Donc, je sais que vous avez travaillé là-dessus, vous êtes prêts. Donc, là-dessus, un Sereine 2 est bien envisagé. Il y a un profil 2 sur lequel on a travaillé avec Sereine 2. Philippe en parlait tout à l'heure. Moi, je peux vous donner une bonne nouvelle, c'est que les ministères, aussi bien la DGEC que le ministère des Finances, ont examiné le programme Profil 2 et Sereine 2 fin novembre, l'ont approuvé, que c'est passé au Conseil supérieur de l'énergie la semaine dernière. Donc là, on va chercher des financeurs et on aura assez rapidement un arrêté qui confirme la poursuite du programme Profil. Donc, Sereine 2 va voir le jour. En tout cas, aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert. Donc, on croise les doigts, mais c'est aussi le fruit de votre travail. C'est-à-dire que les résultats qu'on a obtenus aujourd'hui, ça donne confiance pour continuer et avoir des résultats encore plus ambitieux demain avec Profil 2. Donc, bravo encore pour ce travail collectif. Et je dirais à bientôt, parce qu'on va continuer à travailler et puis avoir de plus beaux résultats encore très bientôt. Merci Nadia Bouillet, merci à tous les intervenants et intervenantes qui étaient présents et présentes ce matin. On peut applaudir avec les quelques personnes de la salle et je vous remercie bien entendu d'avoir suivi ce webinaire, sachant qu'il y aura aussi d'autres rendez-vous avec Sereine à d'autres occasions pour revenir sur ces méthodes de mesure et sur les différents dispositifs qui ont été largement décrits ce matin. Merci de nous avoir suivis, bon appétit et à très bientôt.